Wesh wesh les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle émission dans laquelle, semaine après semaine, des scientifiques, hommes et femmes politiques et personnalités issues de la société civile se relaieront sur notre plateau pour nous aider à y voir un petit peu plus clair dans la crise climatique que nous traversons. Notre premier invité présentait il y a 12 ans dans sa chambre ses jeux préférés sur Dailymotion. Aujourd'hui, il réalise une émission hebdomadaire pour Mediapart dans laquelle il tente de décrypter l'actualité sociale et politique. Le New York Times l'a décrit comme un commentateur politique marxiste autodidacte sur YouTube. On verra comment il se définit lui-même. Aujourd'hui, pour cette première, nous sommes absolument ravis d'accueillir Usul. Bonjour. Bonjour Usul. Est-ce que la définition du New York Times te compte aussi ? Oui, c'est ça, commentateur politique, marxiste, oui, de fait, oui, ça me va. Alors, comme je le disais, tous les jours, tu décryptes l'actualité dans cette émission qui s'appelle « Ouvrez les guillemets ». Toutes les semaines, parce que tous les jours, ça ferait lourd. J'ai dit tous les jours, ouais. Toutes les semaines. Mais sinon, j'ai la chaîne Twitch, où là, c'est déjà un peu plus régulier. Et donc, toutes les semaines, dans Ouvrez les guillemets, avec ton acolyte Cotentin, vous essayez d'y voir un peu plus clair aussi dans le chaos ambiant. Sur ta chaîne Twitch, comme tu le disais, régulièrement, tu invites des chercheurs, des scientifiques, des gens de la société civile également, pour discuter des thèmes politiques, sociaux du moment. Est-ce que c'est pas trop déprimant d'essayer de décortiquer l'année 2020 ? C'est la pire, hein, on est d'accord. On est arrivé au stade du grand n'importe quoi, mais... Bon, voilà, moi j'étais en mode vraiment, là, ces dernières semaines, vraiment full déprime, pas très optimiste pour la suite. Et j'ai eu, sur la chaîne Twitch, j'ai reçu Samuel Ayat, qui est politiste, qui est chercheur en sciences politiques, et qui m'expliquait plutôt que non, c'était signe que beaucoup de choses avaient avancé, vraiment, fort. Mouvement Black Lives Matter, MeToo, en gros, que les mouvements progressistes avaient vraiment avancé beaucoup de pions ces dernières années. Et que du coup, c'est un backlash, mais comme tous les backlash, ils ont un début, ils ont une fin. Ce qui est important, c'est que les idées, elles aient considérablement avancé. Je pense que les idées de l'écologie politique aussi, elles ont considérablement avancé. Et que là, il y a une histoire de génération, quoi. Il y a une génération qui veut pas lâcher ni son racisme, ni son sexisme, ni son productivisme. Elle veut rien lâcher. Mais elle va vieillir et mourir aussi, cette génération-là. Et en tout cas, il y en a d'autres qui sont chauds comme la braise pour que ça bouge. Est-ce que, comme Edoui Plenel, tu dirais, en paraphrasant Gramsci, que entre le vieux monde qui tarde à disparaître et le nouveau, je paraphrase complètement, et le nouveau qui met du temps à venir, au milieu surgissent les monstres, est-ce que on est dans ce moment-là, finalement ? Oui, c'est très convenu de dire ça, mais oui, non, mais si, c'est vrai. On est très convenu à Vert, tu vois. Mais c'est quand la bourgeoisie se raidit, elle est prête à faire n'importe quoi, mais y compris des choses qui vont la discréditer durablement. Là, le durcissement, la fin de l'état de droit, tout un tas de trucs comme ça font que dans quelques années, on va leur dire, enfin, même on commence déjà à leur dire, mais vous nous dites les valeurs de la République ou je sais pas quoi, mais vous les respectez même pas. C'est une vaste mascarade, en fait. Et Samuel Ayat me disait ça aussi. Non, je sais plus qui me disait ça. Si, c'est ça, c'est Samuel Ayat aussi qui me disait ça, et que en fait, la droite, c'est la falsification. Ils en ont rien à foutre. Le but de la gauche, c'est, quand on fait un peu l'historique des mouvements socialistes, etc., et Marx, entre autres, évidemment, le socialisme scientifique, c'est de regarder le réel, de regarder la réalité avec les outils scientifiques dont on dispose à cette époque. Le réel, c'est le monde social, donc on va se servir de la sociologie, de l'histoire, de l'économie, de plein de choses pour appréhender ce monde, essayer d'en tirer quelques vérités, parce que voilà, tout n'est pas flou, indescriptible. Non, il y a des choses qui sont très descriptibles. Et c'est vrai pour l'écologie. Voilà, on regarde les chiffres, on regarde les rapports et on se dit qu'est-ce qu'on fait. À gauche, traditionnellement, on fait ça. Le socialisme vient de là. À droite, on justifie l'ordre. On regarde l'ordre et on dit c'est bien, on va le justifier, on va essayer de trouver des arguments pétés pour dire on continue comme avant, ou même pire, on va faire encore plus con, on va revenir en arrière même sur plein de trucs. Et donc pour pouvoir dire des choses comme ça sans s'appuyer sur le réel et ce qui est mesurable et ce qui est quantifiable et ce qui est observable, ils sont obligés de falsifier, ils sont obligés de dire des conneries. Voilà, Trump c'est un modèle pour le coup alors il y en a qui disent post-vérité, je sais pas si c'est un concept très opérant la post-vérité, mais en tout cas dire des conneries ça c'est sûr, ça c'est dans l'ADN de la droite. Ils sont obligés de justifier un ordre injuste en falsifiant les données même. On reviendra un peu sur la sociologie, l'histoire et le clivage droite-gauche. Vincent Verza de Partager c'est sympa, donc ce collectif dont on relaye souvent le travail et qui font des vidéos de grande qualité, disait à ton propos, il n'y a pas si longtemps,
Les seuls types d'oiseaux qu'Usul peut me citer, ce sont les pinsons charlots, du nom de ce couple de sociologues qui sont spécialistes de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie française. En gros, il disait que tu étais nul en écologie. Mais je le dis moi-même. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi j'étais invité. Il y a une grande nouveauté en 2020, c'est que, ouvrez les guillemets, parle d'écologie de plus en plus. Et je voulais savoir pourquoi. Est-ce que finalement, tu as réussi à te laisser convaincre par tes camarades écolos? Est-ce que tu t'es converti à l'écologie? Non, mais il n'y a pas à se convertir à l'écologie. Moi, j'ai toujours cru, en effet, que la planète avait des limites, que... Genre, nous, on est en plus une génération, moi je suis trentenaire, dès tout petit à l'école, on nous apprenait le recyclage, on a eu l'épisode trou dans la couche d'ozone, pollution des océans, machin, enfin, on sait, quoi. On n'est pas... j'ai jamais grandi avec le rêve d'une croissance infinie ou de je sais pas quoi. On sait que c'est la merde. On le voyait, enfin, donc c'est juste que moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse au quotidien. Tu parlais de est-ce que c'est déprimant ou pas. J'avoue que si je passais mes journées à regarder des photos des sacs poubelles qui flottent sur les océans ou les relevés chimiques de la composition de nos nappes phréatiques, de qui rejette quoi dans quoi, je sais pas. Alors, j'ai pas cette rigueur d'ingénieur d'avoir besoin de, enfin tu vois, de me plonger dans les rapports et tout. Moi j'ai un profil littéraire. Donc c'est trop mathématique l'écologie pour toi? Ah mais c'est pas pour rien que c'est un repère de Alternativa, c'est rempli d'élèves ingénieurs et de je sais pas quoi. Il y a un truc très les scientifiques, les profils scientifiques, du coup pour eux l'écologie c'est merveilleux, notamment parce qu'ils sont nuls en sciences humaines d'ailleurs. Donc ça au moins ils peuvent mesurer le CO2, le machin, la masse, un truc carbone, là je sais pas quoi. Là c'est un vocabulaire qu'ils connaissent. Ils étaient forts en physique, bon pas moi. En physique chimie j'étais une quiche. Mais moi, je suis toujours parti du principe que, mais je vous crois sur parole, il n'y a pas de problème. Moi, je vous crois, juste je vais pas me plonger là-dedans parce que c'est pas. Moi, j'aime l'humain, tu vois, la patte humaine. J'aime les gens. D'abord. Puis j'aime observer le monde social. Moi, c'est le monde social. Moi, c'est ce qui me fascine dans la politique. Justement, d'ailleurs, on va faire le lien avec l'écologie. Ce qui me fascine dans la politique, c'est que on a une espèce, l'espèce humaine, ce groupe, voilà, ces animaux un peu bizarres. Qui, pour répondre à tous les défis que leur ont posé la nature jusqu'à présent, ont fait des sociétés. Pour répondre aux défis aussi qui se posent entre eux. Mais d'abord pour répondre aux défis de nourrir tout le monde, répondre aux défis de comment on se chauffe, comment on s'habille, comment on se loge, comment on vit ensemble. Voilà, on fait de la politique. Et la politique, c'est au cœur du truc. C'est ce qui nous... Je sais pas si c'est ce qui nous définit, j'en sais rien, mais il y a d'autres animaux qui font société. Mais nous c'est central. Et selon la société qu'on va créer, on va avoir des comportements différents. La société est première, si tu veux, et derrière, on adapte notre comportement parce qu'on est des animaux sociaux, on vit ensemble. Bon, du coup, l'écologie, c'est un défi. C'est un putain de défi que nous pose encore une fois le monde dans lequel on vit. On va y répondre par de la politique et en changeant la manière dont on fait société. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas si éloigné de s'intéresser qu'à la politique, au groupe humain, comment ils interagissent. Quand tu t'intéresses à l'écologie, bon, une fois que tu as levé le nez des rivières et de la biodiversité, tu vois que derrière, c'est que de la politique. Et ceux qui sont rentrés là-dedans avec candeur, avec les petits gestes pour sauver la planète, ils font ça 2-3 ans, puis ils voient bien que ah ouais, mais non, mais tant que les grands groupes, tant que les multinationales, tant que les États auront pas fait quoi que ce soit, on sauvera pas grand-chose. Donc, moi, qu'est-ce que je peux faire pour sauver la planète? Et là, tu vois, Vincent Verza, il en est parvenu aux mêmes conclusions. C'est de l'activisme politique pour que les politiques se bougent et pour qu'on change la société dans laquelle on vit, les valeurs sur lesquelles cette société repose, etc. Donc, bon, moi, je m'occupais plutôt de ça, moi, le côté politique, comment on fait de la politique. Et tu le disais, pour faire société, il faut parler à un plus grand nombre. On peut pas changer effectivement les choses simplement à l'échelle individuelle. Dans une de tes dernières vidéos, vous avez parlé de la 5G. Et le début de la vidéo suivante, vous disiez « t'as vu, la 5G, ça marche pas, les gens s'en foutent de l'écologie. » La grande question maintenant, c'est comment est-ce qu'on parle au plus grand nombre et est-ce que tu as l'impression que toi, les gens à qui tu parles, finalement, sont encore un peu rétifs à parler d'écologie? C'est encore quelque chose qui est trop lointain, peut-être encore un peu trop techno ou dans les chiffres. Mais je vais vous livrer un secret de cuisine aussi. C'est que les émissions, enfin on a un public particulier pour ouvrir les guillemets. C'est vrai que sur l'écologie, autant ils vont parfois nous reprocher de pas en parler assez, mais quand on en parle, ça les intéresse pas. Alors c'est peut-être parce qu'on n'est pas les meilleurs, ça c'est certain, sur l'écologie.
Moi, le sujet de la 5G, on le dit d'ailleurs dans l'épisode, hein, la 5G, j'étais là, ouais, pourquoi ils s'excitent les gens avec la 5G là, en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Donc nous, on a regardé, on a essayé de trouver pourquoi, comment, de politiser un peu ces questions. Et puis finalement, l'épisode, il est pas tellement sur les ravages de la 5G, il est plutôt sur comme le rôle des partis politiques. Finalement, on en revient à notre sujet qui est la politique, qui est le rôle structurant des partis politiques pour structurer des inquiétudes, des colères, des défiances, et leur donner après un discours politique qui soit opérant dans l'espace social. Mais nous, en effet, on a un public particulier qui est intéressé par ces choses-là, qui est un public de gauche radicale, qui est intéressé par les luttes sociales, les mouvements antiracistes, les trucs comme ça, enfin les trucs qui agitent la société semaine après semaine. Et c'est vrai que s'ils veulent pas entendre parler d'écologie toutes les semaines, ils vont aller regarder Vincent Verza, ou ils vont aller regarder ce que vous faites ici. Mais je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que c'est très l'intérêt pour l'écologie est socialement inégalement réparti. Il n'est pas le même. Quand tu vois ce qui se passe en ce moment, tu peux pas reprocher à un certain nombre de militants et de militantes de se focus sur la vague islamophobe, la réaction du gouvernement, ou la vague de pauvreté aussi qui va nous submerger, la crise économique. On peut pas leur en vouloir que ce soit ça qui les occupe en premier lieu. Et à l'inverse, moi, en effet, je vais être de ceux qui vont être agacés quand, en période de drame social ou de tension sociale, il y en a qui prennent ça avec un relativisme genre surplombant, en disant ouais mais enfin tout ça derrière de toute façon c'est l'écologie qui est le truc le plus important et tout. Mais j'en ai eu des comme ça parce que j'avais fait un épisode sur Extinction Rebellion et il y avait des gens qui nous disaient ça. Enfin il y avait surtout un mec qui était invité ce soir-là parce que j'avais voulu les rencontrer après avoir fait mon épisode méchant un petit peu. J'avais voulu les rencontrer des militants pour parler avec eux, pour leur dire on comprend que vous soyez obsédés par l'écologie et que pour vous c'est une dernière rupture, mais déjà, écoutez les autres mouvements sociaux, parce que du coup, vous allez faire de la politique, vous allez faire de l'activisme, et vous rentrez là-dedans. Vous êtes des primo-militants, comme on dit. Ouais, bah, il y a d'autres gens qui ont déjà pensé les problématiques auxquelles vous allez vous attaquer, c'est-à-dire comment on dérègle, comment on emmerde l'État, ce que vous allez redécouvrir un petit peu ce que nous, on connaît déjà, quoi, en gros. Avec une fraîcheur, avec une candeur qui est certes touchante, mais qui va parfois être agaçante pour nous quand vous placez nos problématiques au second plan et en venant avec votre surplomb de jeunes militants sûrs de leurs faits et souvent issus des classes moyennes supérieures, venir nous expliquer que alors c'est comme ça qu'on lutte, il faut pas dire ACAB, je sais pas quoi, enfin tu vois plein de trucs, d'effacer les tags à l'acétone, c'était ça. ACAB, ça veut dire tous les flics sont des salauds, all cops are bastards, je précise. Voilà, c'est ça, c'est l'équivalent de Men Pour Are ceux qui nous Trash, regarderont et qui viennent peut-être de cette frange-là de la société. Ah bah donc ou qui d'ailleurs ils ont parfois dû demander, ça veut dire quoi ACAB, pourquoi vous avez écrit ça? Donc ce que tu décris, c'est un peu une incompréhension entre différents groupes sociaux qui n'ont pas la même trajectoire individuelle, militante, sociale. Est-ce qu'il y a une vraie incompréhension, un vrai fossé sociologique aujourd'hui qui fait que une gauche plutôt d'une tradition marxiste dans la lutte sociale n'arrive pas à communiquer avec peut-être une autre gauche plus altermondialiste, plus écologiste? Est-ce que le fossé il est sociologique? Tu foutrais les altermondialistes, moi je les mets avec la gauche sociale, hein, les altermondialistes. Ah bah c'était le principe de l'altermondialisme dès le début, c'était de faire parler les mouvements entre eux. Et donc moi, Alternativa, Extinction Rebellion, ces mouvements-là, ils se réclament un peu de ça aussi. C'est peut-être que historiquement, c'est pas les mêmes personnes qui sont passées d'un mouvement à l'autre, mais. Et ben la grande leçon et le grand projet de l'altermondialisme, c'est justement de faire dialoguer les luttes et de les mettre en résonance entre pays du Nord et pays du Sud. Enfin à l'époque, on parlait comme ça. Les luttes sociales, les luttes pour les libertés individuelles, tu vois, la Ligue des droits de l'homme d'un côté et puis des syndicats de travailleurs de l'autre. Et de faire ensemble un mouvement pour lutter contre le capitalisme mondialisé, en gros. C'est ça c'est ça l'altermondialisme. C'est le second souffle, si tu veux, d'une gauche qui s'est fait battre à plate couture, l'URSS qui se casse la gueule, le projet socialiste qui semble à bout de souffle, essoufflé, les partis sociodémocrates dans tous les pays d'Europe, puis dans plein d'autres pays, qui se rallient au néolibéralisme. Et donc, c'est la réponse d'une gauche sociale et d'une gauche écolo c'est ça l'altermondialisme. Donc, moi. Et pour toi, il n'y a pas de filiation aujourd'hui entre Extinction Rebellion et ces mouvements? Mais, oui, si, dans le côté international, internationaliste, du coup. Dans le côté, puis tu vois bien que le côté internationaliste, il vient pas seulement il vient aussi du mouvement communiste, en fait. Qui était fatalement internationaliste, etc. Qui aurait dû le rester aussi longtemps que possible, en tout cas. Donc voilà, bon,
Nous, on dit juste, c'est super. Maintenant, par contre, vous arrivez, vous écoutez les autres qui étaient déjà là, parce que voilà, le mouvement altermondialiste, c'est le début des années 2000. Donc, écoutez les autres qui sont déjà là, nous prenez pas de haut. Mais en gros, s'ils nous prennent de haut ou s'ils prennent de haut, voilà, tu vois, c'est Hugo Clément, quoi. C'est des postures esthétiques sur la planète, des postures en fait libérales très centrées sur l'individu, qui en fait sont des restes de pensée bourgeoise dont on n'arrive pas à les extirper tout à fait, parce que c'est des bourgeois à la base, et qu'ils ont grandi avec ces valeurs-là dans un certain nombre de cas. Pas tous, mais c'est les valeurs qu'on va trouver dans la classe moyenne supérieure, des valeurs individuelles, de moi, mon petit ego, moi je suis, tu vois, moi je suis plus... je suis plus écolo enfin, tu vois, que le voisin, parce que moi je composte, moi je machin, qui parfois empêche juste de voir the big picture. Tu vois, putain, de l'anglais maintenant. Tu vois, comment. Mais the big picture, justement, c'est ce que vous nous apportez, les sciences sociales, qui permettent le décentrement, justement, d'arriver à foutre de côté un peu ces trucs d'égo, d'éthique. L'éthique, c'est insupportable, l'éthique. On fait de l'éthique ou on fait de la politique. Mais est-ce que cette classe moyenne supérieure, qui est un peu nouvelle venue donc dans le militantisme, est-ce qu'elle ne permet pas aussi d'apporter un regard plus lointain dans le temps? C'est-à-dire que peut-être que cette gauche-là, tu la définis peut-être pas à gauche, mais peut-être que cette gauche-là, elle a les moyens matériels de se poser des questions à plus long terme que justement une autre gauche qui est plus dans l'immédiateté, qui est plus dans les luttes sociales, qui est plus dans le... C'est une histoire de génération, ça. Il y a toute une frange de la jeune génération qui vient pas de la classe moyenne, qui est tout aussi écolo que ceux-là. Parce que, en effet, c'est ce truc de génération, quand tu vois voilà, où on en est maintenant, tu te dis, si tu as 15 ans, 20 ans maintenant, c'était la phrase de Macron, avoir 20 ans en 2020, c'est dur. Oui, ça, c'est dur. Donc, tout le monde le sait, ça va pas aller en s'arrangeant. Le réchauffement climatique, là, ça fait 2-3 ans que même les vieux commencent à capter que mais c'est vrai qu'il fait plus chaud. Hein. C'est vrai que les étés sont de plus en plus insupportables. C'est vrai que manifestement, le niveau de la mer, ça va monter. Bon, il y a ah oui, c'est vraiment là. Et c'est pas pour dans 30 ans. C'est déjà là. Donc les gamins, les jeunes, ils le savent tous, peu importe leur classe sociale, en fait. Donc ce qu'il y a, c'est que qui a le temps de s'investir dans des causes militantes, qui a le capital symbolique, le capital culturel pour s'investir dans des causes militantes, etc. On va plutôt trouver les franges les plus sûres de leur fait, quoi, sûres de leur bon droit aussi, sûres de leur bon droit. Parce que voilà, il y a ça chez les classes moyennes blanches supérieures, machin, c'est que on croit qu'on a des dus. Donc voilà, on nous doit une société qui marche bien, machin. Là où dans les classes inférieures, on n'a jamais l'impression que les choses nous sont dues parce qu'on passe notre temps à se justifier pour avoir un emploi. On nous dit qu'il va falloir se battre. On a vu nos parents galérer, on va galérer nous-mêmes. Et en gros, on n'est pas sûr de notre coup, quoi. On doit justifier notre place. Les femmes, elles doivent justifier leur place. Les groupes racisés doivent justifier en permanence de leur place. On n'est pas sûr de notre fait. Bah, eux, au-dessus... Tu viens d'un milieu très populaire aussi. Moi, je viens de la classe ouvrière. Et voilà, on est pareil. On n'est pas très... tu vois, un truc tout bête. Se présenter en politique, se présenter à une élection ou des trucs comme ça, c'est des gestes qu'on va trouver vachement moins. C'est des engagements qu'on va trouver vachement moins chez les dominés que chez des gens qui sont sûrs que la société leur doit des choses. Elle leur doit des places, elle leur doit une éducation, elle leur doit machin. Et elle leur doit aussi de faire quelque chose. Mais il y a un truc touchant, hein, des fois, chez ces écolos-là, des classes moyennes supérieures. C'est-à-dire, putain, mais pourquoi le gouvernement ne fait rien, quoi? Il nous doit ça, quoi. Et donc, du coup, ils sont indignés, quoi. C'est mignon. C'est vraiment mignon. Que t'entends vraiment ou c'est des discours que tu vois à la télé? C'est des discours qu'on entend vraiment. Pourquoi ils font pas, quoi? Ils nous doivent. Et nous, on sait mais ils nous doivent rien. Ils vont nous écraser jusqu'à ce que... Ils ont pas de race, comme on dit vulgairement, quoi. Donc, ça nous étonne pas plus que ça qu'ils aient pas plus de race sur l'écologie que sur les problématiques des quartiers populaires, sur les problématiques d'emploi ou de redistribution des richesses. Ils ont pas de race, nous on le savait. Vous nous auriez demandé, vous auriez arrêté de demander des trucs gentiment un peu plus tôt, tu vois. Non, je reprends ma question. Est-ce que pour toi, il y a un fossé sociologique et... d'une tradition trop ancienne de lutte entre différentes classes sociales qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à parler la même langue alors que finalement les combats sont quand même relativement similaires. Quand tu prends aujourd'hui... je pense qu'ils vont apprendre. Hein. Ça dépend jusqu'où tu regardes dans Europe Écologie Les Verts, mais c'est vrai qu'il y a toute une frange d'Europe Écologie Les Verts qui est aussi en faveur d'une transition,
plutôt d'une rupture sociale et écologique, qui parle finalement à peu près la même langue que la gauche plutôt mélenchoniste ou amoniste, ou tout ce qui est à gauche du PS, quoi, en gros, tout ce qui est à gauche, quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce fossé? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Mais ils vont apprendre. Ils vont apprendre. Comme je disais, avec cette même candeur de « on comprend pas, ils font pas », alors que, au bout d'un moment, tu comprends pourquoi, en fait. Tu vois le poids de l'économie, des grands groupes, des rapports aussi de forces géopolitiques internationaux. Au bout d'un moment, tu comprends que les gouvernants fonctionnent comme ça. Ils font ça parce que y a tout un tas de choses qui peuvent pour l'instant faire que comme ça et que culturellement ils sont pas du tout adaptés à tu vois, l'idée de décroissance, mais c'est pas possible dans ce monde-là avec les capitalistes, avec le capitalisme au cœur dont la raison d'être et c'est la production de valeur toujours plus d'exploitation, de circulation de marchandises, toujours plus de marchandises, la marchandisation de tout, c'est au cœur du capitalisme parce que c'est de la marchandisation que vient la valeur. Ils vont comprendre que le problème, c'est le capitalisme. C'est pas juste qu'il faudrait à la marge amender. Moi, j'ai bon espoir que ce soit Europe Écologie Les Verts ou quelques autres militants écologistes sincères comprennent et finissent par dire les gros mots, quoi. C'est le capitalisme, c'est la bourgeoisie le problème. Vous n'avez pas voulu nous écouter, nous, quand on le disait, mais en fait, vous allez vous en rendre compte vous-même. Parce que vous allez batailler 4 ans, 5 ans, vous allez voir que ça change pas. Il y a un truc qui a été très très important pour nous et pour ces militants-là, je pense à un moment, c'est la démission de Hulot. Ils étaient persuadés que Hulot il était plus cool que les autres. Je pense que Hulot est un militant écologiste sincère. Il se retrouve en position éventuellement au gouvernement de pouvoir faire des choses et il voit qu'en face il y a ce qu'à gauche nous on appelait le mur de l'argent avant. Qui est le même mur, c'est-à-dire la bourgeoisie lâchera pas ses privilèges, elle lâchera pas ses prérogatives et si elle a le droit parce qu'elle a le droit de propriété, elle a le droit d'exploiter, elle a le droit d'avoir des usines où on n'est pas censé lui dire ce qu'elle produit ou ce qu'elle produit pas, à qui elle vend ou à qui elle vend pas. Donc elle va continuer jusqu'au bout. Mais il se heurte à ce mur-là, il fait ah ouais mais en fait on peut rien faire. Puis regarde le lobby des chasseurs et puis l'État en fait Macron en fait les arbitrages je vais pas les avoir parce que c'est pas la logique de cette classe gouvernante-là d'anticiper. On le voit bien d'ailleurs. La crise du Covid nous montre ça. L'anticipation c'est pas un truc des capitalistes. Ils anticipent pas de ouf. La planification, les amis. Et donc, du coup, ils démissionnent. Et il y a plein de gens qui se disent ah bah oui, en fait, c'est pas possible dans ce cadre-là. Mais ils vont se le dire. Il y a un motif d'incompréhension aussi entre ces deux gauches-là, c'est la position de la gauche marxiste sur le productivisme. Historiquement, il est communément admis que le marxisme est un productivisme. C'est-à-dire qu'il compte sur une croissance de la production qui doit permettre de répondre à tous les besoins des travailleurs, des gens. Toi qui as lu un peu plus Marx dans le texte que les autres, qu'est-ce que tu penses de ça? Sans faire d'exégèse de Marx et tout, tu sais, pour les marxistes, Marx, c'est pas des textes sacrés. C'est des pistes et c'est une vision du monde qu'on va amender aussi au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a des marxismes. Et c'est pour ça que le marxisme, c'est un champ extraordinaire dans lequel on se bouffe la gueule aussi, on n'est pas d'accord sur des trucs, sur des conceptions. Donc déjà, refaire de l'exégèse de Marx, l'alpha et l'oméga, pour voir si est-ce que dans Marx il y avait des trucs productivistes ou est-ce que dans Marx il y avait déjà quand même une certaine compréhension de la nature, du fait qu'il y a des ressources, qu'elles soient finies, etc. Voilà. Bon, il y a plusieurs raisons. Je peux être très long là-dessus. Je suis désolé. Mais c'est vrai qu'on entend ça chez des militants écolos. Ah, les marxistes, c'est des productivistes. Parce que, en fait, ils connaissent rien et que ils ont l'image de l'URSS. Ils ont l'image de la CGT, le Parti communiste, qui vont... alors, par exemple, la CGT va défendre les emplois parce qu'elle est du côté des travailleurs, c'est un syndicat. Donc, elle est du côté des travailleurs, ils défendent les emplois. Ce qui est assez logique. Donc, par exemple, sur le nucléaire ou des trucs comme ça, elle va voir la CGT qui dit « Merde, ils défendent les emplois du nucléaire, donc la CGT aux chiottes ». Quand tu regardes un peu plus là ce qui s'est passé au dernier congrès de la CGT, tu vois que ces positions-là, elles ont vachement évolué parce qu'il y a une nouvelle génération qui est rentrée, qui est arrivée à la CGT. Et le propre de la CGT, c'est justement d'être une centrale de syndicats qui vont prendre des positions, débattre entre eux, machin, tout ça. Mais c'est un organisme relativement vivant, la CGT. Il n'y a pas une ligne impulsée du haut, machin. Donc il y a une circulation des idées. Donc ça, c'est en train de changer à la CGT. Le PCF, c'est encore autre chose, mais c'est un peu pareil. Il y a, le PCF est très lié aussi à l'histoire productiviste, oui, du communisme, parce que le communisme, à un moment, a été productiviste,
Mais j'ai envie de dire, quel mouvement au XXe siècle n'a pas été productiviste? C'est le XXe siècle lui-même qui était productiviste. L'économie de l'URSS ou même l'économie de la Chine ont été des économies de rattrapage. Pendant très longtemps, il fallait industrialiser en masse, vite. Il fallait faire vite la transition industrielle, passer d'un pays majoritairement paysan à un pays qui a un appareil industriel. En effet, pour éventuellement élever les niveaux de vie, etc., des populations, mais aussi parce que en face, ça rigolait pas, quoi. Il y a l'effort de guerre dans un premier temps, évidemment, donc qui est à la base même de l'URSS. Il y a déjà, avant l'URSS, du coup, après la Révolution, on est encore dans la guerre. Et puis il va y en avoir une autre de guerre. Et quand il y a une guerre, faut produire des obus, quoi. Donc ça produit, et puis ensuite, il faut pas se faire dépasser. Alors là, c'est la course à l'armement, la course au nucléaire, la course à l'espace ensuite. Et il faut jamais être largué parce que l'adversaire, il est sans pitié. Donc c'est un contexte de conflit où évidemment, si quelqu'un était arrivé en URSS pour dire décroissance, on lui aurait fait bien sûr, ouais, décroissance, et puis ensuite on se fait niquer la gueule sur tous les fronts. Non, pas décroissance, parce qu'en face, il décroisse rien du tout. Donc c'était ça. Pourtant, dans le projet communiste même, il y a l'idée de subordonner la production aux besoins des populations. Aux besoins des populations. Pas au délire de croissance de la bourgeoisie ou je sais pas quoi. Et si nos besoins, on les a vus, les besoins essentiels, les commerces essentiels, là on en a beaucoup parlé pendant le Covid, c'était une phase de décroissance, le premier confinement. Voilà, chez Marx, il y a cette idée que le communisme est là pour répondre aux besoins des humains, des groupes humains, et voilà, et on les définit collectivement. Moi, ça me paraît être la décroissance. J'avais eu cette discussion aussi avec une vieille prof marxiste qui était... J'avais plusieurs vieux marxistes. Je voulais avoir des vieux pour transmettre un petit peu aux jeunes ce qu'il y avait d'intéressant et d'encore pertinent chez Marx. Et elle commençait à nous expliquer que voilà, chez Marx, l'économie devait être subordonnée aux besoins communs, collectifs, collectivement déterminés. Je veux dire, si on détermine collectivement qu'il n'y a plus besoin de ci, de ça, et que nos besoins... on veut de la culture, on veut de la nourriture évidemment, on veut des logements, on veut qu'on définisse collectivement ces besoins-là, de l'éducation, des soins, et que c'est ça nos besoins humains fondamentaux, et que c'est autour de ça qu'on doit faire tourner l'économie, comme on le fait en période de crise en fait. Parce que pour moi, oui, je vais ranger la culture et l'éducation dans les biens fondamentaux desquels il n'est pas question qu'on se passe, et là on va pas faire de décroissance sur la culture. On va pas faire de décroissance sur les soins. On va pas faire de décroissance sur l'éducation. Ça c'est bon. Si on définit ça collectivement, alors cette prof-là nous disait voilà, c'est ça le communisme. Et je lui disais mais il y en a certains qui appellent ça la décroissance en fait. Et elle me disait ah bah oui, c'est pas con. Tu parles de décroissance et mais je pense que l'inverse c'est vrai. Le terme est vraiment miné, et y compris à gauche, c'est-à-dire que on peut entendre la décroissance dans le sens organiser la décrue des besoins, des choses qui sont d'un moindre besoin, donc voilà, avoir toujours le dernier iPhone, etc. Et il y a la décroissance qui est telle qu'elle est véhiculée dans les médias aujourd'hui, qui est la décroissance du confinement, du coup, qui est un truc totalement subi, pas du tout anticipé, qui s'impose aux gens et qui, d'un coup, resserre toutes les vis. Et le problème, c'est que c'est plutôt cette deuxième version de la décroissance qui est entendue le plus souvent, y compris à gauche. Et justement, est-ce que des notions comme la décroissance ne sont pas des tue-l'amour entre ces deux gauches écologistes et plutôt sociales marxistes? Tu l'as dit, la CGT est en train d'opérer un peu un virage écologique. Ils se sont entendus avec Attac et Greenpeace pour une initiative commune qui s'appelle Plus jamais ça. Plus jamais ça, sous-entendu, plus jamais ce qu'on a vécu cette dernière année. Voilà. Mais il y a déjà des directions des branches de la CGT, notamment les branches les plus productives, enfin les plus industrielles, on va dire, qui ont eu ça un peu d'un mauvais œil. Pour beaucoup, la décroissance, c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'industrie, donc ça va à l'encontre de l'ouvriérisme aussi, qu'il y a beaucoup dans cette gauche marxiste. Est-ce que cette notion-là... Mais oui. Oui, peut-être à la CGT encore un petit peu, mais est-ce que finalement, la notion de décroissance, c'est pas aussi le genre de choses qui peuvent bloquer deux camps qui finalement sont un peu d'accord sur les mêmes choses? Non. Moi, je vais te dire, les vrais productivistes à gauche, c'est ceux qui nous ont servi pendant 30 ans le discours de « pour partager les richesses, il faut déjà les produire ». Et ça, c'est le Parti socialiste. Ils nous ont dit ça, mais pendant 30 ans. Ça fait 30-40 ans qu'ils disent que ça. Donc, il faut de la croissance. Et eux, voilà, les capitalistes vont dire il faut de la croissance parce qu'il faut de la croissance. Eux, ils disaient il faut de la croissance parce que comme ça, après, on peut refaire de la redistribution.
Et je suis désolé, nous on dit ça c'est une arnaque totale. En fait, vous voulez pas faire de la redistribution, pas parce qu'on manque de croissance. En vrai, on en a, on est un pays riche. Vous voulez pas faire de la redistribution parce que vous voulez pas vous attaquer au pouvoir économique. Vous voulez pas vous attaquer aux privilèges de certains, à la bourgeoisie, à l'exploitation et aux grands groupes capitalistes, etc. C'est ça le nœud du truc. C'est pas nous qui sommes productivistes, merde. Nous, on est d'accord pour que la redistribution de demain, ce soit pas les privations d'aujourd'hui. Ce soit les réquisitions des capitalistes. Là, c'est ce qu'on va leur piquer à eux qu'on va se redistribuer. On va arrêter de toujours tout produire. Parce que quand tu te retrouves avec Apple qui a 2000 milliards de capitalisation boursière, je crois, c'est ça. Donc c'est un truc. Histoire de grandeur peut-être. Je crois que c'est ça, donc équivalent au PIB de la France, à ce qu'on produit chez nous en une année. Eux, ils ont ça en capitalisation boursière. Bon, il y a des sommes. Il y a des sommes de valeur qui se sont accumulées à des endroits. Toujours se rappeler que l'argent, la valeur, c'est du travail capturé. C'est du travail cristallisé, si vous voulez. Et que, en tout cas, c'est de là que ça vient. C'est produit par notre travail, ce truc-là. Donc, il y en a qui ont accumulé des sommes de travail extraordinaires. Pour faire quoi? Ils vont faire quoi demain, Apple? Moi, je vais vous dire, ces gros groupes-là, plus ils vont grossir, les Facebook, les machins, plus ils vont devenir des nuisibles. Ce sont déjà des nuisibles. Mais ils vont être de plus en plus nuisibles parce qu'ils ont de plus en plus de pouvoir. Demain, ils vont avoir leurs propres États, ils vont avoir leur propre police. Enfin, tu sais, c'est le truc cyberpunk, quoi. On va avoir des entreprises qui vont être de plus en plus puissantes. Aujourd'hui, ils se contentent juste d'utiliser tout ce pouvoir pour influer sur la politique des États, pour faire du lobbying ici, placer leurs pions là, pour faire en sorte qu'aucune autre politique que la leur ne soit possible, mais sans exercer le pouvoir directement. Mais dans quelques années, ils vont acheter les meilleures terres, ils vont se mettre bien pour se mettre à l'abri du réchauffement climatique, dans lequel ils vont mettre leur ville, dans lequel ils vont avoir leur police, ils vont avoir leur armée. C'est ça notre adversaire. C'est eux, il faut les crever. Ces entreprises-là. Parce que c'est des sommes de... Voilà. On peut être d'accord avec ça, avec les écolos quand même, merde. Nous, on n'est pas productivistes, c'est eux qui sont productivistes. On veut que tout ce travail qu'on a fait, ces 2000 milliards d'Apple, là, ce travail qu'on a fait, qui a été capturé, on l'utilise mieux. On a quand même travaillé, on travaille comme des dingues pour rien, pour eux, pour des trucs qui vont partir dans les paradis fiscaux, pour des budgets de l'État de plus en plus petits chaque année, avec de moins en moins de services publics. C'est pour ça qu'on travaille collectivement. Non. Donc, en effet, il y a une petite différence, c'est que nous, on va avoir le travail va être central dans notre discours. Ça, c'est vrai. Mais parce qu'on sait d'où vient la richesse aussi. Donc, organisons le travail différemment. Et oui, travaillons. C'est vrai que moi, je suis pas en mode... C'est vrai que ça, je suis pas en mode... Pour moi, la décroissance, c'est pas on glande. Hein. C'est on travaille autrement, on répartit autrement le travail et la valeur. C'est du travail qui est gratuit aussi, du travail qui n'est pas... Et on se met à payer du travail qui jusque-là était gratuit, d'ailleurs, pourquoi pas, voilà, etc. Mais c'est pas on va glander. C'est vrai que c'est peut-être là où il y en a qui s'imaginent que la décroissance, ça va être on va travailler moins, etc. Moi, je pense qu'on va travailler moins, mais on va travailler autrement. En tout cas, on va moins se faire exploiter. On va travailler plus juste, on va plus déterminer collectivement ce sur quoi il faut qu'on travaille et ce sur quoi il faut qu'on arrête de travailler. Moi, la décroissance, je la fais sur le dos des grands groupes pour lesquels on fait des boulots absurdes pour l'instant. Et de tous ces boulots absurdes qu'il va falloir arrêter de faire, qui sont pas bons, qui sont nocifs, qui empestent, qui pourrissent le monde politique, qui pourrissent le monde social et qui pourrissent aussi la planète. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus, moi, avec les écolos. On est d'accord, je pense. Et avec les communistes, on sera d'accord pour dire... je crois qu'un communiste serait d'accord avec moi pour dire oui, cette décroissance-là, oui. Le problème, c'est les modalités d'action. Eux, ils sont pour la sauvegarde des emplois, etc. Ça va être des petits trucs locaux, on va peut-être pas être d'accord, mais sur le grand plan général, on peut être d'accord. J'aimerais juste, j'ai pas eu l'occasion tout à l'heure, mais effectivement, alors j'ai fait un peu mes recherches et j'ai trouvé des citations de Marx qui parlent de la nature. Donc c'était pas un sujet qui était totalement absent dans sa réflexion. Il écrivait notamment à propos de l'agriculture. Et tout progrès de l'agriculture capitaliste est non seulement un progrès dans l'art de piller le travailleur, mais aussi dans l'art de piller le sol. Tout progrès dans l'accroissement de sa fertilité pour un laps de temps donné est en même temps un progrès de la ruine des sources durables de la fertilité. On est dans la décroissance, on est dans... Oui, et on est avant la révolution du pétrole, enfin l'après-guerre et des pesticides, quoi. Ouais. Je précise, c'est dans le tome 1 du Capital.
Non, effectivement, il explique par ailleurs que l'homme est indissolublement lié avec la nature, que l'homme est une partie de la nature et que, évidemment, toute atteinte portée à la nature est une atteinte portée à l'humanité, etc. On a mal lu Marx. Ou c'est qu'il y a trop de Marx, finalement, il y a trop de Marx différents. Non, mais personne lit Marx, en vrai. Non, mais personne lit Marx. T'as pas lu tous les tomes du Capital? Bah non, mais... moi, je lis des textes, évidemment, mais... personne lit Marx, je veux dire, parmi les gens qui le critiquent, en tout cas, souvent, c'est assez évident qu'ils ont rien lu. Et puis, lire, c'est une chose. Il n'y a pas besoin de lire Marx pour comprendre Marx. Tu peux y avoir des cours, des machins. Enfin, le mouvement ouvrier a été inventif pour voir comment transmettre cette pensée-là, le marxisme, pour le transmettre sans demander aux gens de lire le Capital. Mais voilà, juste, par contre, les capitalistes, les bourgeois sont des falsificateurs de Marx. Ils nous en apportent une vision. Tu vois, ils ont focus sur 2-3 trucs pour dire, regardez, ça c'est odieux. Par exemple, le mot dictature du prolétariat. Oh, dictature, horrible. Marx, totalitaire, Staline, etc. Tu vois. Et ils ont créé des lignes de direction. Ça a été le grand jeu, hein. Ils font aujourd'hui pareil avec l'islam, c'est-à-dire de dire que, regardez, dans le texte, ils ont allé chercher des trucs incriminants pour dire que dans le texte, il y a déjà un projet politique mortifère. C'était le grand jeu des années 70. Et aujourd'hui, Michel Onfray va faire pareil dans le Coran, va chercher dans le Coran, regardez, c'est déjà... c'est d'une crétinerie sans nom, parce que c'est supposé que derrière, les gens font pas un travail politique de réappropriation, qu'il n'y a pas des conflits déjà dans cette grande famille de pensée aussi... et que, bon, voilà, on a voulu... Mais il s'agissait de diaboliser Marx. Et c'est réussi. C'est réussi parce que même des gens de bonne volonté qui se disent de gauche regardent les marxistes en se disant, bah, quand même, ils sont productivistes, et puis c'est un peu totalitaire. Reprenons ce truc de la dictature du prolétariat. Chez Marx, dictature, il est à entendre au sens romain du terme quand il l'emploie. Il l'emploie pas au siècle des totalitarismes, Marx, il l'emploie au siècle d'avant. Et lui, il a en tête le modèle romain où il y a la vie de la cité, il y a la République, et puis en cas de crise dramatique, peut y avoir 1 an ou 2 de dictature avant que le pays ne respire à nouveau. Et vous savez, et puis après, le dictateur repart vivre sa vie à la campagne. Mais c'était pas un terme chargé de aujourd'hui, le dictateur, tu t'imagines le mec qui est président à vie, qui a tous les pouvoirs. Non, c'était une dictature dans cette période-là. Ça voulait pas dire la même chose, et c'est dans ce sens-là que Marx l'emploie. Quand il dit la dictature du prolétariat, c'est que ils ont fait tellement main basse sur tous les bourgeois, sur toutes les institutions politiques, économiques, que peut-être qu'il faut pour contrebalancer là un moment où c'est les travailleurs qui prennent toutes les institutions, on modifie, on fait des trucs, on change. On leur dit stop, non, pas de pouvoir pour vous, c'est bon, vous avez déconné, vous l'avez eu pendant longtemps. Hein. Donc on refait les institutions le plus démocratiquement possible aussi, évidemment. Voilà, une dictature démocratique, c'est compliqué à comprendre. Mais c'est un moment de souffle, un moment où on change un peu des trucs avant éventuellement de redonner la parole aux bourgeois, à l'opposition et aux méchants capitalistes. Mais pour un moment, fermez votre gueule, vous avez perdu. Mais ils se gênent pas pour nous le faire à nous. Hein. Fermez votre gueule, vous avez perdu. Et ils le font en permanence. Nous, dès qu'on a perdu, il faut bien qu'on ferme notre gueule. Donc voilà, c'est juste l'idée que on fait ça, c'est notre tour, à un moment. Parce que la gauche, elle gagne pas souvent, puis quand elle gagne, c'est pour pas longtemps. Donc autant en profiter pour faire plein de trucs. Quand tu dis nous, là, tu parles de qui? Est-ce que c'est Mélenchon à 600 000 voix près Non, nous, c'est le camp des exploités, le camp des travailleurs, des travailleuses. Est-ce que tu te reconnais aujourd'hui un peu dans l'offre politique française, ou est-ce que, comme d'autres, tu désespères un peu de voir quelqu'un émerger qui porte un peu toutes ces idées communes? Mais j'attends pas quelqu'un. Moi, j'attends j'attends une génération politique, des nouveaux discours. J'attends qu'on soit bon, qu'on soit des gens comme nous soient d'accord pour dire évidemment qu'on change les choses. J'attends des trucs comme plus jamais ça. J'attends une société qui soit plus dans laquelle ces idées-là aient progressé. Une société qui soit d'accord pour se dire ce monde est insupportable à tout égard. Et donc, j'attends pas un homme providentiel ou je sais pas quoi, j'attends une génération qui s'engage, qui fait de la politique, qui regarde la politique autrement. Il y a plein de signes, tu vois. Moi, j'attends des trucs comme les Gilets jaunes. Bah, c'est bien, on a eu ça. Donc, ça a politisé aussi une certaine partie de la population. Des nouvelles luttes qui émergent. Moi, j'attends le comité Adama, qui des luttes qui étaient très, très difficiles à mener dans les quartiers pendant des années, inaudibles. On les voyait pas dans les médias, rien du tout. Et puis le mouvement Black Lives Matter, et là le comité Adama qui arrive à structurer des colères politiquement. J'attends ces moments-là où derrière, parce que c'est parce que ces colères vont être structurées politiquement qu'après les partis n'ont plus d'autre choix que d'écouter ce qui se passe. Et on le voit par exemple sur les questions antiracistes, la France insoumise, elle change de position. Elle va dire que non, ils vont dire que non. Mais
Ils ont changé de position sur ces histoires-là parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose dans la société, que les gens n'en peuvent plus et qu'ils ont politisé. Donc moi, je crois aux militants, je crois au militantisme, je crois aux gens de terrain, je crois aux acteurs, aux activistes, partout. Et je crois que c'est eux qui vont faire changer les choses. Mais je les oppose pas aux politiques. Pour moi, ça marche main dans la main. Il faut des mouvements sociaux forts, il faut des activistes qui se bougent le cul, qui aient des idées, qui pensent le monde dans lequel ils vivent, intelligemment, en se servant, si possible, des grilles de lecture que nous, on a proposées aussi. Voilà. Et je crois que c'est ça qui va faire bouger les politiques, qui va transformer le champ politique. Mais c'est déjà le cas. Hein. Le champ politique, il est déjà transformé par les luttes. Il est déjà transformé par la violence aussi du monde néolibéral. Les gens, il y a un certain nombre de trucs. Moi, je dis souvent, il y a des gens qui font des sondages, mais ils font des sondages un peu toujours sur le même truc, quoi. Si tu fais des sondages, des enquêtes d'opinion pour savoir si les gens en ont marre ou pas du capitalisme, mais c'est pas pour rien qu'ils les font pas, ces enquêtes-là, ou qu'elles paraissent peu et très rarement. Et c'est sûr qu'elles sont pas financées par les décroissants, ces enquêtes-là. Donc... Voilà. Mais il faut faire ça comme enquête. Et vous verrez que les gens, en France, plus qu'ailleurs d'ailleurs, en ont marre du capitalisme. Et en tout cas, ont beaucoup de préjugés négatifs à l'endroit du capitalisme. Ils aiment pas ça, quoi. On n'est pas comme ça. C'est la réaction française, la bourgeoisie française qui se cramponne sur ces trucs, et pas forcément en phase, y compris avec les gens, en fait. Ces derniers temps, il y a de plus en plus de tentatives de convergence des luttes, puisque c'est un peu ça qu'on n'aime pas depuis tout à l'heure. Notamment le comité Adama, des représentants des Gilets jaunes, des militants pour le climat se retrouvent dans des marches communes. C'est très bien. Puisque comme dit le poète, en bande organisée, personne ne peut nous canaliser, ça tombe bien. Et je me demandais si, toi par exemple, est-ce que tu as déjà participé à des marches pour le climat? Oui. Oui. Bah oui. Oui, mais alors peut-être plus aussi comme un observateur, c'est vrai, parce que mais j'y vais. Je fais mon devoir, tu vois. Mais j'y vais plutôt. Mais c'est vrai que c'est. Mais t'es pas très à l'aise quand tu y vas, non? Bah c'est ça. Je me retrouve pas nécessairement dans tous les slogans ou je sais pas quoi. C'est pas ma famille, quoi. Moi je sais quand je suis dans ma famille et je sais quand je suis un petit peu pas dans où je vois des militants beaucoup plus jeunes. Mais je pourrais dire la même chose des manifs Black Lives Matter qu'il y a eu à la suite du confinement. J'y suis allé aussi. Et puis j'ai vu il y avait une population mais très très jeune qui était venue de banlieue et tout. C'était vraiment, ils étaient super jeunes et je voyais peu de militants comme moi, je voyais peu de vieux. Je trouvais ça dommage d'ailleurs. Mais c'est bien, faut aller observer ces trucs-là, mais je voyais bien aussi que chacun sa ligne de front aussi. Il y a une division du travail militant qui est logique. Alors les convergences, d'accord, mais s'il y a des convergences, c'est que ça part de points différents. Donc moi, je vais pas faire style que je suis le roi des écolos. En allant faire, tu vois, tiens, je sais pas, les trucs qui me mettent mal à l'aise dans les manifs climat, c'est, je sais pas, les déguisements, les trucs de happening et tout. Bon, c'est pas ma culture, quoi. C'est premier degré, c'est ça. Les échasses, les bolasses, tout ça, tu vois. Non, mais c'est pas ma culture. Je suis plus à l'aise autour du cortège CGT ou avec des... Voilà. Bon. CGT écologie, il y a aussi... Oui, bah très bien, mais CGT, ils font pas des happenings chelous, ils se maquillent et ils font des petites scénettes de théâtre. Ils ont le stand à merguez sur roulette bien identifié. Oui, c'est ça. Moins de clownerie, plus de merguez, et moi je serais plus à l'aise. Le problème, c'est que les merguez, c'est pas très écolo, donc c'est pas sûr qu'on puisse... Des merguez de tout. C'est vrai, putain, les merguez. Oui, il y a ce truc-là. Est-ce que finalement, le point commun entre tous ces mouvements, c'est pas... la volonté de lutter contre toutes les formes de domination et le point commun finalement c'est la domination de l'homme blanc, boomer ou pas boomer, mais occidental, qui exerce une domination sur la nature, sur les hommes, les femmes. Moi je sais pas c'est qui l'homme blanc. Non, c'est le capitalisme. C'est ce système d'exploitation. Enfin je sais pas c'est qui l'homme blanc. Si, on voit très bien, mais c'est pas l'homme blanc, enfin, je sais pas, c'est très abstrait. C'est la manière. Ce qui est intéressant, c'est pas l'homme blanc, c'est comment l'homme blanc est devenu ce loup, quoi. Ce loup qui a pillé. Non, j'essaye pas d'essentialiser en disant que parce qu'il est né homme et blanc. Oui, non, mais bien sûr, je sais bien que c'est pas ça que tu veux dire. Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'homme blanc, c'est comment il a pillé. Comment il a pillé dès le XVIe siècle les autres pays. Comment il a réduit des peuples en esclavage. Comment ensuite il a exploité, fait la mondialisation et aujourd'hui nous a enserrés dans un système absurde, débile et cruel. Et ben ça a un nom. Et c'est le comment il s'y prend pour asservir. C'est le système politique qui a servi. Et le capitalisme, ça n'est pas qu'un système économique. C'est un système politique. Le capitalisme met au travail des corps et met dans la misère d'autres corps et met dans la jouissance d'autres corps.
Plutôt, en effet, ceux d'hommes blancs, par exemple, oui. Mais c'est le capitalisme qui est intéressant là-dedans. Parce que c'est le capitalisme qui est notre adversaire aujourd'hui. Mais moi, je dis ça, évidemment, il y a des gens qui vont me dire qu'ils ne sont pas d'accord, qui vont me dire que d'autres luttes sont plus structurantes. Et moi, je l'oppose pas à d'autres. Je l'oppose pas à d'autres luttes. Ça, on a peut-être ce souci parfois dans les mouvements. L'opposer soit à l'écologie radicale, soit l'opposer à l'exploitation de la nature en disant que voilà, il y a d'autres systèmes qui exploitent la nature. Non, mais aujourd'hui, c'est celui-là. Hein. Le truc de les communistes sont productivistes, tu vois. Ou des gens qui vont opposer le fameux lutte de classe, lutte de race, machin, tout ça. Pour moi, tout est imbriqué. L'opposer au patriarcat, dire voilà, soit tu luttes contre le patriarcat, et puis ils sont chiants les marxistes parce qu'ils reviennent toujours au capitalisme. Ben oui, mais c'est comme ça que sont organisés nos pouvoirs. Le patriarcat, mais il s'éclate dans le capitalisme. Il s'éclate vraiment parce que c'est aussi un système qui va exploiter les femmes particulièrement, qui va donner une place à chacun dans le système d'exploitation. Et qui va donner aux femmes les places les moins valorisées, etc. Qui va donner évidemment aux personnes racisées, les femmes racisées évidemment en particulier, le rôle de nettoyer les bureaux, nettoyer les chiottes des bureaux de cadres. C'est le capitalisme qui permet ça, c'est le capitalisme qui empêche de résister aussi. Parce que si tu résistes à ton exploitation et puis même à ta domination, même si elle concerne pas le travail, il faut quand même aller travailler, il faut quand même être employable. Les militants les plus vénères, peu importe leur cause, ce qu'ils vont perdre en premier, c'est leur capacité d'être employés sur le marché de l'emploi. Parce qu'on va regarder, on va dire non, ça c'est un militant excité. L'État il peut te mettre en prison, ensuite tu auras un casier, etc. Enfin, moi j'oppose pas les trucs, je dis juste que le grand cadre commun là mondial, c'est le capitalisme mondialisé. C'est le capitalisme qui nous pose problème, qui nous empêche d'avancer sur toutes nos luttes, toutes. Ça veut pas dire que c'est la seule lutte à mener. Non, faut les mener toutes, hein. Je suis d'accord. Est-ce qu'on est dans un moment vraiment charnière ? Pendant le confinement, on a vu deux choses simultanées se produire. D'un côté, il y a beaucoup de gens qui ont eu la chance aussi de peut-être aller se confiner au vert chez une grand-mère, une tante, et qui ont, ou même sans ça, qui ont redécouvert un rapport plus doux à la consommation, plus autour de la nourriture, plus de moments partagés, des choses plus simples. Au début, les magasins étaient moins ouverts qu'ils le sont pendant cette deuxième période de confinement qui s'ouvre. Donc il y a à la fois ce côté un peu retour à des valeurs peut-être plus simples, plus essentielles. Et d'un autre côté, il y a le capitalisme débridé de Jeff Bezos et d'Amazon qui a explosé, je ne sais plus l'ordre de grandeur, mais enfin là, il a doublé sa fortune je crois en l'espace de quelques semaines. Est-ce que c'est vraiment le signe d'un vrai moment charnière, d'un bouleversement qui vient et de quelque chose vers lequel on va et dont on ne pourra plus revenir ensuite, quoi. Ouais, mais de toute façon, ça c'était déjà à l'œuvre chez les classes moyennes supérieures depuis quelques années quand même. Hein, depuis le truc de manger mieux, manger bio, mobilité douce. Voilà, faut que tout soit doux. Hein. Les bourgeois ils aiment bien quand c'est doux. Donc voilà, faire son propre savon. J'ai pas utilisé le bon terme. Non mais c'est vrai, les bourgeois ils aiment pas le conflit, donc ils aiment bien quand c'est doux, ils aiment bien quand c'est sirupeux. Bon ils essayaient de trouver de nouveaux. Ça c'est monté vraiment dans les classes moyennes supérieures, ce truc de. Puis en plus c'est éthique, c'est responsable. Tu vois le truc responsable. Je suis responsable. Si t'es responsable, c'est-à-dire que t'es aussi coupable si tu fais pas. Bref, là, je reviens sur le truc du début. Restons sur le fait que les gens commencent à développer des aspirations à quelque chose de plus en phase avec la nature, avec leur corps aussi même, parce que on a aussi vu monter, c'est aussi la bouffe industrialisée, machin, c'est quelque chose qui est monté au cours du XXe siècle, c'est assez nouveau. Là, on est en train de découvrir que il y a des comment il appelle ça là, c'était le grand truc de Benoît Hamon là, les anti, je sais pas quoi là. Benoît Hamon, il a fait une campagne je te laisse te démerder. Où il parlait c'est pas les... Putain, vous le savez pas? Personne. Non, je sais pas. Mais c'est sûr que les trucs qu'il y a dans la bouffe, là, qui nous donnent, je sais plus, qui perturbent les hormones. Les perturbateurs endocriniens. Merci à toute l'équipe. Voilà. Vous voyez, je suis nul. En écologie. Bon, on est en train de se rendre compte qu'en fait, le capitalisme, il nous a pas seulement pourri la tête, il nous a pourri aussi le corps, il pourrit les sols. Donc les gens, oui, réagissent. Oui, c'est bien. C'est bien. Maintenant, voilà, soyez conséquents. Soyons conséquents.
Et est-ce que ça amorce une transition, enfin pas une transition, du coup une rupture? Est-ce qu'on est dans ce moment-là réellement? Est-ce que, à ton avis, le capitalisme que tu décris, le capitalisme version Jeff Bezos, Apple, Amazon, etc., est-ce que c'est quelque chose qu'on va encore voir pendant des décennies? Enfin, comment est-ce que toi tu t'interprètes? Bah non, mais ce qu'il y a, c'est que comment tu luttes contre, par exemple, Amazon, contre les cargos remplis de trucs qui viennent de Chine, et puis demain c'est AliExpress d'ailleurs, on dit Amazon, mais ça peut être aussi AliExpress. Comment on lutte contre ces grosses plateformes si on trouve pas une réponse, si en face ils trouvent pas des adversaires à leur taille? Et les adversaires à leur taille, c'est des États. C'est pas des petites résistances chez vous, tu fais ton savon, machin. Donc ça veut dire prendre l'État, avoir un pouvoir politique. Et comment on prend l'État? Eh ben en fait, il faudrait que des citoyens se mettent ensemble, fassent des listes, et en fait, au bout d'un moment, ça va s'appeler un parti. Mais les gens ont peur du politique, ils trouvent ça sale. Mais moi, je pense qu'à un moment, pour lutter contre ces trucs-là, oui, c'est pas les petits gestes. Il va falloir des partis ou une fédération de partis ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il va falloir prendre l'appareil d'État. Et il y a ce truc aussi. Et l'appareil d'État, ça n'est pas sale, pareil. Il faut le prendre. Faut pas. Vous n'allez pas faire des micro-résistances, des petites insularités provocantes là. Il faut le faire. Enfin, je veux dire, c'est bien. Si vous avez le temps, faites-le. C'est bien. Vous allez vivre mieux. Vous allez inspirer les démarches qui vont venir après. C'est très bien. C'est bien d'inventer, aller inventer, c'est très bien. Mais bon, Jeff Bezos dort tranquille pendant ce temps-là. Et tu penses qu'il va dormir tranquille pendant quelques décennies encore? Je sais pas, mais il va falloir qu'il trouve des adversaires. Et on sait qu'ils sont très durs avec ses adversaires. Quand n'importe quel pays décide, par exemple, d'exproprier, on a vu ça en Amérique du Sud, décide d'exproprier les compagnies pétrolières américaines, les compagnies qui exploitent les ressources de ce pays-là, qui les dégagent, tu vois que derrière, les États-Unis, ils rigolent pas. Et que la sanction, c'est des vraies sanctions derrière. Donc. Et pour ça, il faut déjà prendre l'État. Si tu veux que les compagnies américaines arrêtent de t'exploiter, arrêtent d'exploiter les sols, arrêtent de saloper tout, bon, il faut déjà prendre l'État. Et derrière, il y a ce qu'on appelle, il y a une résistance, quoi. Il y a une résistance, elle est en général à la mesure de ce que les bourgeois voient comme une spoliation, hein, vu qu'eux, ils ont tous les droits. Donc si on leur enlève un petit droit, là vous êtes déjà horrible, et les gens qui vont avoir le malheur de faire ça, y compris en France, imaginons demain, on dit Facebook, machin, maintenant vous allez payer tant, vous allez dégager, Jeff Bezos, là c'est fini les entrepôts, là c'est bon, il y a assez d'entrepôts, on va même enfermer, et on va même, ça dégage parce qu'en fait c'est en train de niquer les centres-villes. Il y a plus de centre-ville, les boutiques ferment, Amazon, c'est pas un modèle de développement qui nous va, ou alors on refait un truc un peu pareil, mais en coopérative, avec des trucs, avec l'aide de l'État, avec, tu vois, un truc collectif. Pas un truc à Jeff Bezos. On veut que nos outils qui structurent notre vie, qui sont déterminants pour notre vie et notre consommation aussi, soient nous qui les possédions, nous, collectivement. Pas ni Jeff Bezos, ni je sais pas quoi. Comme on a fait pour l'hôpital, comme on a fait pour l'éducation. Sauf que là, les frontières ont tendance à être repoussées, mais plutôt contre nous. Maintenant, tu as un grand secteur privé des EHPAD, un grand secteur privé de l'hôpital. Tout ce que nous, on avait défini en disant ça, c'est à nous, c'est collectif, ils nous font reculer. Bon, si on veut avoir le mouvement inverse, il faut être sérieux et faire de la politique sérieusement en nommant l'adversaire, en nommant la bourgeoisie et en nommant le capitalisme. Donc, est-ce que là, le déclic, ça va être que Jeff Bezos fait n'importe quoi? Je suis désolé, moi, je vois des capitalistes faire n'importe quoi depuis des décennies. Saloper des pays entiers, exploiter des populations entières, laisser crever des gens de faim, de soif. Le capitalisme fait déjà n'importe quoi. Est-ce que là, le petit réveil éthique de nos classes moyennes supérieures sera suffisant? Ou est-ce qu'ils vont continuer à voter Jadot? Parce que c'est ça l'enjeu aussi, quoi. Il va faire quoi, l'Europe Écologie Les Verts? Ils vont faire quoi? Ils vont nous faire de la croissance verte ou... C'est la très grande question. Alors Jadot, il a l'air de s'inspirer pas mal du modèle allemand où effectivement les écologistes là-bas se sont alliés à la droite d'Angela Merkel et donc on se retrouve dans quelque chose de très tiède et qui est peut-être pas à la hauteur de l'urgence. Est-ce que, puisque les termes du débat sont minés, c'est un peu tout ce qu'on vient de se dire depuis une heure, il y a des mots qui sont dévoyés, des mots obus qu'on ne peut plus utiliser dans le débat sans invoquer des monstres qui les accompagnent. Est-ce que finalement, pour 2022 ou les prochaines élections, est-ce que la reconfiguration de la gauche ne peut pas se faire autour des termes de l'écologie, qui sont des termes qui sont alors peut-être plus tièdes, peut-être trop doux, mais qui en tout cas suscitent moins de crainte chez certaines personnes et qui peuvent... est-ce que la gauche ne peut pas se reconstruire autour de l'écologie pour espérer demain l'emporter dans une élection Elle va devoir, oui. Elle va devoir.
Je pense, de toute façon, là, c'est plutôt designé pour, hein, tu vois bien. Toutes les forces vont plutôt par là, se verdissent depuis des années. J'étais allé déterrer les archives de Mélenchon en 2000, je sais plus, c'était 2008, quand il se barre du PS. Il est là, il parle de transition écologique, il dit que ça doit l'écosocialisme dès le début. Enfin, ça fait un bout de temps. Du parti de gauche, ouais. Ouais, quand ils fondent le parti de gauche, c'est ça, et qu'il veut faire le front de gauche, c'est autour de l'idée d'écosocialisme. Donc ces idées-là, elles ont avancé à gauche et c'est bon, la gauche, c'est bon, c'est jamais bon, mais globalement, oui, ça va se faire comme ça va se faire autour de l'écologie. Et c'est peut-être comme ça qu'on va aussi peut-être pouvoir draguer, nous, les classes moyennes supérieures qui avaient fait barrage au Front National en votant Macron la dernière fois, et leur dire, mais vous voyez bien, là, c'est pas possible, on peut pas faire ça encore 20 ans, quoi. Je pense qu'on a tous dans notre famille quelqu'un qui a eu la mauvaise idée de faire ça et qui s'en Voilà. mord un peu les doigts. Est-ce qu'on pourra voter pour Usul en 2022 ? Non. non, je fais pas de politique. Bon, Usul, merci infiniment d'être venu pour cette première de Ouvert avec. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette émission que nous à la tournée. Si vous n'êtes pas familier avec Vert, Vert c'est aussi un média en ligne qui raconte toute l'actualité de l'écologie en 7 minutes par jour. Pour vous en convaincre, rendez-vous sur vert.eco, vous pourrez vous inscrire librement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, mettre des pouces bleus sur Twitter et à partager. On vous retrouve le plus vite possible et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.